Bonjour à tous, ben voilà, c'est le vendredi et puis comme on est en fin de semaine, je me dis tiens, des idées lecture, des idées lecture peut-être en rapport avec notre territoire. Une pente, Bernard Deloupi est avec nous, l'auteur aux éditions Ovadia, qui va nous parler d'un ouvrage qui est totalement, je vais dire, ancré avec notre territoire. Pourquoi ancré avec notre territoire? Parce qu'un personnage varois, Vincent Capolino, a totalement inspiré ce roman. On parlera notamment de ce personnage-là et finalement peut-être de cette dynamique. Une pente, c'est finalement une sorte d'endroit où on peut en descendre ou alors peut-être on peut grimper une pente aussi si on le souhaite. Et c'est cette idée d'image de la résilience dont on va parler avec un roman qui est vraiment plein d'espoir, notamment avec Frédéric Lenoir qui a laissé les quelques petits mots que vous apercevez, une ode lumineuse à la vie. Bonjour Bernard. Bonjour Philippe. Alors ravi de t'accueillir, tu vas nous embarquer tout à l'heure sur une pente. Le mot pente, il est vraiment choisi pour ça, sur cette idée qu'à un moment donné, la vie peut nous faire basculer dans un sens ou alors on peut remonter, mais on va voir que des fois, on a peut-être besoin d'autres personnes pour ça. Absolument. Une pente, en fait, par définition, on n'a pas le choix, on arrive sur une pente. Et là, ce qu'on a le choix de faire, à condition d'être aidé, bien entendu, c'est de pouvoir choisir de se laisser glisser ou de la remonter. Et on va voir, ça va inspirer Marie-Lise Trécourt qui a préféré. Alors hier, tu étais là, tu t'es dit, je reviens. Quand je t'ai parlé du bouquin, on parle finalement résilience et joli message. Hier, tu étais venu avec ton ouvrage Du chaos naissent les étoiles. Et voilà. Et puis en sachant que Bernard était là, tu as souhaité rester aussi. Ce sont des thèmes qui m'interpellent. Donc oui, j'ai voulu participer à cette émission. Et sache qu'il y a quelqu'un qui a préparé un contenu, c'est Stéphane Giner qui est tout à côté de toi. Et il nous avait promis lundi d'aller s'embarquer directement du côté du rocher de Roquebrune. Oui, c'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, bonjour. Je vais vous parler du rocher de Roquebrune. Parfait. Mais avec un œil de géomorphologue, Exactement, de géologue, géomorphologue, toutes ces choses-là. D'accord. Le dernier ferme la porte. Gastro-entérologue, tout ça, quoi. Non, peut-être pas jusque-là. Ok, d'accord. Juste géomorphologue et géologue. Écoutez, moi, je m'embarque tout de suite avec Bernard Deloupi, Une pente aux éditions Ovadia. Cet ouvrage raconte une histoire d'un jeune qui est finalement un peu cabossé par la vie et ça commence finalement par un événement qui, pour n'importe qui d'entre nous, imaginez que sa mère décède quand on a 8 ans, c'est déjà un événement fort comme ça qui va commencer à le cabosser. Oui, absolument. Je pense que pour un enfant de 8 ans, ça doit être le drame principal. Sa mère décède à 8 ans. Ses grands-parents décèdent. Son père décède quand il est adolescent. Il est tout juste majeur au moment où ça lui arrive. Il est tout juste majeur. Donc tous les référents parentaux importants se sont déstructurés complètement. Et puis, il se retrouve également avec son meilleur ami qui a un gros problème de santé, qui accepte aussi de faire une greffe de moelle épinière pour sauver son frère aîné. Donc en fait, il est cerné par la mort et il rencontre une jeune fille adorable dont il tombe amoureux et c'est une renaissance pour lui. Et à ce moment-là, le lendemain du jour où elle accepte sa demande en mariage, elle se tue dans un accident d'automobile. Et là, il est tout jeune quand ça lui arrive. C'est-à-dire que pourtant, là, avec elle, où il va créer des choses, des entreprises, où il va justement retrouver cette force pour rebondir malgré tout ça. Et là, par contre, arrive là, ce décès-là, là, il n'y arrive plus, quoi. Voilà, il n'y arrive plus. Il est, en fait, comme disons beaucoup d'entre nous, je pense que dans la vie, la plupart des gens ont été cabossés, comme vous le dites si bien. À la différence que là, à 23, 24 ans, avoir autant de choses en aussi peu de temps, et les repères surtout qui perdent, parce que là, d'un seul coup, il n'y a plus sa petite copine, il n'y a plus sa mère, il n'y a plus son père, qui peuvent être des tuteurs pour aider à remonter cette pente. Et là, il n'en a plus à ce moment-là, surtout. Ah, tout à fait, il n'en a plus. Alors évidemment, comme vous pouvez bien l'imaginer, il sombre jusqu'à la chose ultime qui est une tentative de suicide, bien entendu, je crois, au barbiturique. Enfin, il m'en a parlé de façon un peu très... il l'assume, hein, bien entendu, parce qu'à un moment, on ne peut pas faire front, quoi. Il s'est pris un 30 tonnes de fouet dans la figure, et jeune type. Et ce qui l'a sauvé, peut-être, la base, parce que je pense que vous serez d'accord avec moi, Marilyn, à un moment, il faut qu'il y ait un déclic. Il faut qu'il y ait quelque chose, une aide, qu'on accepte une aide. Et là, c'est étonnant, c'est quelqu'un du territoire aussi. Et finalement, là, c'est vrai qu'on a, je veux dire, un schéma plutôt noir au premier abord, alors que c'est vraiment, quand on lit une ode lumineuse à la vie, on est vraiment sur énormément d'espoir. La vie, on a des choses vraiment extrêmement de bons sentiments. Et c'est parce que d'un seul coup, il va croiser un certain Denis Fétisson,
qui est chef cuisinier notamment, et un sacré bonhomme aussi. Il est à Mougins, je crois. Tout à fait. Denis Fétisson est un chef qui a été étoilé, d'ailleurs, au Cheval Blanc, dans les Alpes, à Megève, je crois, et qui est en fait un type du village de Saint-Julien-le-Montagnier, donc dans le Haut-Var. Et ce sont des gens de la terre. Moi, c'est ça que j'aime. Il y a du Giono là-bas. On est près de Manosque. Il s'est enraciné. Il y a du feu, il y a du sang, il y a du soleil, il y a de la roche, vous savez. Et on sent des gens proches de la terre, sont vraiment des terriens, des agriculteurs, et ils sont forts. Et ils ont justement tout ce que Pagnol ou Giono vantent dans ces pays. Ce sont des gens généreux, ce sont des gens, des taiseux. Ils ne parlent pas beaucoup, mais avec un cœur comme ça. Et ce qui l'a sauvé, c'est justement, sa famille qui est là, parce que ses frères sont là, et Denis, qui est effectivement le meilleur ami de son frère aîné, qui, à un moment, le secoue et lui dit « il faudrait que tu écrives ça ». Parce qu'il y a un côté peut-être un peu cathartique dans l'écriture. On dépose ses soucis sur le papier, et à partir du moment où les soucis ne vous appartiennent plus, ils s'en vont lentement. Et là, j'ai repris l'histoire d'un vieux paysan qui m'avait raconté ça. Il m'avait dit, mais vous savez, quand on voit un jour, j'ai vu un renard au bord d'une rivière et j'ai compris son rituel. Quand le renard a des puces, ça on est vraiment dans du Giono, là, hein, on est à Manosque, hein, on est dans le Haut-Var. Quand le renard a des puces, il se met dans l'eau et les puces commencent à monter. Elles sont anaérobies, les puces. Alors elles s'en fichent pendant quelques minutes, elles peuvent être sous l'eau, elles n'ont pas besoin d'oxygène, pas de problème. Mais au fur et à mesure, comme ça les ennuie, elles commencent à monter sur les poils et lui commence à baisser, les puces montent et avec sa langue, il fait une petite boule de poil qu'il laisse sur son museau. Toutes les puces vont sur le museau, il baisse la tête sous l'eau et toutes les puces s'en vont au gré du courant, de la Durance. Donc c'est vraiment, je crois, une très belle métaphore. Sur l'idée finalement des fois, il vaut mieux sombrer, aller plus bas. Ce Denis Fétisson va lui dire une phrase toute bête, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à dormir, eh bien écoute, viens bosser avec moi et tu vas voir que tu vas arriver à dormir. Et c'est de là que commence pour lui finalement une nouvelle vie. Après là, c'est un roman, librement inspiré de toute cette histoire quand même si on parle de Vincent Capolino qui est lui basé à Saint-Julien-les-Montagniers, qui est pas très loin de Gina Servi, Les 4 saisons. Des spigoules. Voilà. J'ai pas l'accent. Des spigoules, et notamment tout à côté, comme vous le disiez, c'est quasiment au-dessus d'Ops, juste au-dessus d'Ops, il est là, et voilà, ce roman inspiré, voilà, c'est ça que vous allez raconter, une histoire finalement pour arriver à sortir le meilleur des émotions qu'il a ressenties et de la vraie histoire. C'est romancé, mais finalement, on garde tous les beaux messages. Oui, voilà, parce qu'en fait, quand Denis Fétisson, donc, elle lui a dit, l'histoire du renard, ça lui a parlé, elle lui dit, tu devrais mettre ces mots sur un papier. Demande à un auteur, un écrivain, d'écrire cette histoire. Et tu verras qu'elle t'appartiendra déjà plus. D'où le côté un peu cathartique. Et c'est ce qu'il a fait. Mais moi, à l'époque, j'avais aidé à monter des congrès qui s'appellent Quantique Planète, je ne sais pas si vous connaissez, Maryse, qui ont été montés par Marion Kaplan et qui étaient en fait des congrès... Qui est à Toulon. Oui, qui est à Toulon, qui s'adressaient à des médecins, des professions de santé et qui parlaient un peu de tout ce qui est un peu spirituel, paranormal, médecine alternative, etc. Et j'ai eu l'immense privilège de pouvoir interviewer à l'époque, puisque je faisais partie du comité d'organisation, des gens magnifiques comme Pierre Rabhi, Boris Cyrulnik, Christophe André, le moine tibétain Mathieu Ricard. Voilà. Donc tous ces gens m'ont apporté énormément de choses et je voulais écrire quelque chose, un livre là-dessus de toutes ces expériences. Mais il me manquait de l'incarnation. Et quand j'ai rencontré, sur la suggestion de Denis Fétisson, que je remercie du fond du cœur pour ça, j'ai rencontré Vincent. D'abord, on est tombés en larmes tous les deux. On est tombés dans les bras l'un de l'autre. Et je me suis dit, ça y est, je peux, autour d'une véritable histoire, faire passer tout un tas de messages que lui n'a pas forcément vécu. Donc c'est librement adapté. La moitié, c'est vraiment son histoire. Et l'autre moitié, je rajoute de la fiction, de personnages qu'il aurait pu rencontrer, mais qui apportent finalement... comme lui le souhaitait, qui apporte aussi à d'autres, aux lecteurs, des clés pour arriver à se reconstruire. Tu veux réagir ou pas, Marie? Je suis passionnée par ce que vous dites. Enfin, cette histoire de résilience, moi, c'est tout ce que j'aime. Je trouve ça très, très, très habilement mené de partir de sa vraie vie, de sa biographie finalement, et d'ajouter des messages que les gens peuvent s'approprier pour eux-mêmes, des gens qui traversent des choses difficiles. Et je suis très impatiente de lire ça.
Là, en plus, je suis en train de regarder parce qu'on parle de cet ouvrage, mais derrière, c'est pas le premier. Et par contre, je veux dire, c'est peut-être un de ceux qui a peut-être une direction peut-être différente parce que derrière, il peut y avoir des comme Crime au soleil, Crime à la Libé, notamment que vous avez publié. Il y a Fight Dogs, les forçats du Fred, donc on est sur des univers mais complètement différents. Et surtout, j'allais dire la Bible de l'apprenti auteur, et où là, peut-être, ça peut te parler, Marie-Lise, parce que tu es aussi coach en écriture. Oui, donc sur les premiers, la logique, le fil rouge entre tout ça, c'est que ce qui m'intéresse n'a pas été d'écrire des romans policiers qui se passent évidemment sur la Côte d'Azur, donc ça va sur votre territoire, hein, c'est-à-dire de Menton à Saint-Tropez, grosso modo, mais c'est que chaque roman policier a un événement sociétal derrière. Donc le premier, il y a le retraitement des déchets nucléaires, la surpopulation, les paradis fiscaux, le risque de guerre de religion, etc. Et le réchauffement climatique avec Fight Dogs, là aussi que j'ai coécrit, alors cela dit, avec un pilote d'Air France, sur le réchauffement climatique et son impact sur la planète. Donc j'essaie toujours, ce qui m'intéresse, quand on a la chance... toi, tu as la chance d'avoir un micro et des caméras. Nous avons la chance d'avoir un crayon et des éditeurs qui nous publient. Donc, de pouvoir faire passer un message qui souvent ne passe pas parce que, pour un X raisons, on ne peut pas trop en parler. Voilà, donc c'est l'objectif. Et le dernier, c'était justement d'arriver... Je crois qu'il y a un Français sur 6 qui a écrit quelque chose. Mais ça traîne au fond de tiroir, tout simplement parce que les gens manquent simplement d'un peu de méthode. Et ils ont tous des choses extraordinaires dans le cœur à faire passer, des émotions, et ils ont tous un public. Et donc Hachette m'a demandé d'écrire un livre là-dessus. Je vois un oui de Marie-Lise, tout à fait. Et j'ai entendu dire que pendant le confinement, les éditeurs avaient reçu 20% en plus de manuscrits. Pendant et après le confinement. Donc effectivement, moi j'avais même vu un Français sur 5 qui avait un manuscrit dans le tiroir. Donc c'est bien déjà parce qu'ils ont déjà le manuscrit, mais il y en a tellement qui nous disent et effectivement... il y en a un sur 3 qui veut vraiment se mettre à écrire. Exactement. Parce que dernier chiffre d'une enquête qui est paru pendant le confinement. C'est-à-dire que même s'ils ont leur manuscrit, 1 sur 5 ont leur manuscrit ou écrivent, et il y en a 1 sur 3 qui voudraient bien. Et finalement, une Bible de l'apprenti auteur, c'est aussi peut-être aussi leur donner ses clés, justement pour les accompagner dans cette envie d'écrire. Voilà, eux ils ont les racines, et puis à nous de leur donner les ailes, en fait, c'est ça. C'est simplement qu'ils puissent avoir quelques formules, une méthode. J'ai essayé de faire un peu une méthode pour les nuls. J'ai rien inventé, hein. C'est mon expérience, c'est les interviews que je fais de grands auteurs, les lectures que j'ai faites. Donc de leur apprendre comment on peut créer une fiction pour aller de A à Z, en suivant pas à pas. C'est un peu finalement le schéma que tu nous as construit avec une pente, c'est-à-dire que j'ai une histoire qui est là, j'ai quelque chose d'intéressant, mais finalement j'ai des messages forts, des paroles fortes que j'ai entendues, que je souhaitais mettre, et finalement petit à petit tu vas construire ton squelette, et c'est les conseils finalement de dire voilà comment on peut, les conseils là dans la Bible de l'apprenti auteur. Mais tu as parlé de comment prendre son envol, et je ne sais pas pourquoi, avec ce mot-là, Stéphane, j'ai fait le lien avec ta chronique. Parce que j'ai pensé tout de suite, j'ai pensé à ULM, Planeur, hop, le rocher justement de Roquebrune, et je me dis, mais on est chez toi là, on est dans la chronique du jour, puisque c'était ce que tu nous as invité, c'est de découvrir un peu ce rocher de Roquebrune, et surtout de différencier ce lieu-là avec peut-être la roche de l'Estérel. Oui, exactement. Et donc, moi, il y a une chose que je voudrais quand même souligner, c'est que nous avons des magnifiques t-shirts avec... des tentacules de pieuvre. C'est vrai qu'on a tous de la pieuvre en nous. C'est ça. Voilà. Là, mince, tu vois, là tu vois. Je peux prêter. Je peux l'enlever. Tu veux que j'enlève? Je peux l'enlever en plateau? Ça dérange pas. Les téléspectateurs. Quel subterfuge. Mais... Alors pourquoi la pieuvre? Pourquoi j'aime les pieuvres? Parce que moi, en amour, je suis comme la pieuvre. J'ai 8 bras pour enlacer et 3 cœurs pour aimer. C'est vrai. Et puis pour les chroniques, il te reste combien de pieuvres? Oula. Donc, allez, j'allais dire soyons sérieux, mais l'amour, c'est sérieux. Quoique l'amour, on n'en parle pas, on le fait. C'est ce que disait Anatole France. Donc, géomorphologie. Oui, donc on disait on était au rocher de Roquebrune, oui, un lieu finalement qui est souvent confondu, en tout cas on confond ce rocher de Roquebrune qu'on voit quand on prend l'autoroute, j'allais dire, et qu'on longe l'autoroute, et on l'aperçoit et on le confond avec les roches de l'Estérel. Exactement, souvent, et je l'ai même vu écrit dans des bouquins de randonnée, dans des guides de randonnée où on dit le volcan de Roquebrune. Regarde. Donc voilà, voici quelques images. Le rocher de Roquebrune n'est certainement pas un volcan. Donc à l'époque, je reviens à mon Permien, chaque fois je parle du Permien. Donc nous sommes il y a 270 millions d'années. Les pieuvres existent, mais pas les dinosaures.
Voilà, pour vous donner un petit schéma. Le Var, à l'époque, est continental. Il n'y a pas de façade maritime. Nous sommes dans un continent unique qu'on appelle la Pangée. Et à la place du massif des Morts, nous avons ce que l'on appelle la chaîne hercynienne. Donc une immense chaîne de type himalayenne de plus de 8000 km, voire même 10 000 km de long, 8000 mètres d'altitude en moyenne, dont les Morts sont le reliquat actuel. Et ce rocher de Roquebrune, en fait, est constitué de sédiments qui ont été arrachés à la plaine au massif des Morts et au volcan de l'Estérel par des cours d'eau qui étaient gigantesques à cette époque-là et qui coulaient donc du nord vers le sud, et en arrachant ces morceaux-là, et se sont accumulés. C'est un cône de déjection. C'est-à-dire qu'au moment où le cours d'eau perd sa compétence, il va déposer les sédiments qu'il transporte. Là, nous avons l'image, ces grottes, là, on appelle ça des taphonies. Donc, c'est de l'érosion naturelle. Dans l'un de ces taphonies vit un ermite, d'ailleurs, qui n'est plus si ermite que ça, parce que tout le monde va le voir, c'est une attraction locale, donc il n'est plus seul. Mais nous voyons que c'est vraiment constitué de débris. Alors dedans, on a de la roche métamorphique, donc des morts qui se sont accumulés comme des sédiments. Nous avons des fragments de rhyolite, donc cette lave rouge qui forme les stérelles, mais on a également du granit. Et le granit, c'est une roche magmatique, c'est une roche volcanique intrusive qui date de plus de 325 millions d'années, donc qui est contemporaine de la formation des morts. Et donc là, on voit vraiment que ce n'est pas du tout un volcan, mais c'est une roche sédimentaire. C'est du grès, en fait, c'est une roche détritique. C'est un grès arcosique qui est constitué. Et si elle est confondue avec, finalement, j'allais dire, si elle est confondue souvent avec le massif de l'Estérel, c'est à cause de la couleur. Alors, et pourtant, la couleur n'est pas du tout le même support que l'on retrouve. Non, alors en fait, la couleur de l'Estérel, donc c'est dû à la rhyolite. Là, pour le rocher de Roquebrune, nous sommes à une période où le climat est extrêmement aride, même si... là, je voudrais m'arrêter sur cette photo-là. Là, ce sont deux rochers champignons. On voit des gros blocs qui se démarquent bien de ces champignons. Donc, ce sont des fragments de rhyolite. Donc, ce sont des fragments de cette lave qui a été arrachée à l'Estérel. Et à cette époque-là, donc, c'est un écoulement très violent parce qu'il n'y a pas de végétation. Nous sommes en climat hyper aride. Et de ce fait, comme il n'y a pas de végétation pour pourrir, les atomes d'oxygène contenus dans l'atmosphère, en fait, vont aider à l'oxydation des atomes de fer dans la roche. C'est pour ça que les roches de cette période-là, entre autres, ont cette couleur rouge parce que les atomes de fer ont rouillé. Donc il y a une oxydation qui indique un climat extrêmement aride. C'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que c'est finalement cette couleur, c'est dû à la rouille, alors que de l'autre côté, c'est dû à autre chose. Oui, c'est complètement dû à autre chose. Donc nous sommes vraiment dans des milieux totalement différents. La rhyolite, nous sommes dans de la lave. L'Estérel, dont j'ai parlé lundi, de la colle du Rouet, de l'Estérel. Donc nous avons une éruption fissurale, donc on a la croûte qui se déchire et on a la lave qui va sortir et on va avoir un volcanisme très important au niveau de l'Estérel. Et le rocher de Roquebrune, c'est postérieur, de quelques millions d'années, ou même pas, peut-être quelques centaines de milliers d'années, où nous avons ces rivières, ces fleuves, c'est de type WED, donc ce sont des écoulements qui sont temporaires mais extrêmement violents, qui vont arracher des sédiments au massif des Morts et à l'Estérel pour ensuite les accumuler sous forme de cône de déjection. Une cône de déjection. CO, accent circonflexe, NE. Un cône. L'accent circonflexe. Comme un cône de glace. Et éjection comme éjection. Déjection. Déjection. Un seul mot. En un seul mot. Voilà, c'est la rivière qui va déposer le sédiment parce qu'elle n'a plus la compétence, n'a plus la puissance nécessaire pour pouvoir transporter. C'est un peu comme le poudingue de Valençol ou les galets qu'on trouve du côté de Valençol, pas loin de Saint-Julien-le-Montagnier également. Donc ça, c'est la Durance, pareil, ce sont des anciens cônes de déjection de la Durance. Tu disais pas loin merci beaucoup Stéphane, tu disais pas loin de Saint-Julien-le-Montagnier puisque c'est finalement le lieu où réside et habite actuellement le personnage qui a inspiré cet ouvrage, Vincent Capoligno, qui a inspiré Une pente, Bernard Deloupy aux éditions Les Ovadias. Je te vois, en dessous de ton bouquin là, bleu, tu as un petit quelque chose là qui est sympa. C'est un concours de nouvelles. Concours de nouvelles qui a été organisé par plusieurs médias locaux apparemment. Exactement. Et on en a édité un ouvrage, Bernard, de ce livre. Voilà, en fait, de ce concours. Justement, à la suite des ateliers d'écriture que j'ai lancés pour permettre en même temps, qui mettent en fait en application ce livre sur la Bible apprenti auteur. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant tous les gens voulaient en fait écrire quelque chose. Et je me suis dit que la façon la plus simple d'aider quelqu'un à écrire, c'est lui proposer de ne pas s'attaquer à l'Himalaya ou à l'Everest ou au cône de déjection que représente un roman entier, mais de simplement rester sur une nouvelle. Parce qu'une nouvelle, en fait, c'est un roman condensé. C'est aussi compliqué, sauf que c'est beaucoup plus court.
Et donc, j'ai proposé à l'Association des éditeurs Alpes-Côte d'Azur, qui regroupe Alpes-Maritimes et Var et Alpes-de-Haute-Provence, de proposer un concours de nouvelles dont Azur TV, Var Azur, Nice Matin et France Bleu Azur ont été partenaires. Et j'ai reçu, et ils m'ont proposé d'être président du jury, donc je l'ai très honoré. Et en fait, nous avons reçu plus de 200 propositions, ce qui prouve que c'est un sujet qui plaît et de l'Europe entière. Et ce qui est marrant, ce que tu dis, je crois, Marie-Lise, toi aussi, au départ, il y a des concours de nouvelles, il y a des choses comme ça au tout début. C'est comme ça que j'ai commencé. Effectivement, j'en ai gagné quelques-uns. Puis j'ai participé à des concours aussi pour voir ce que ça valait, si ça avait un quelconque intérêt. Quoi, ton écriture, si ton écriture oui, avait un quelconque oui, bien sûr, oui. Et voilà, ça m'a conforté que peut-être il y avait quelque chose à creuser. Et là, ça m'a mis le pied à l'étrier pour écrire des romans par la suite. Donc effectivement, c'est ce que je conseille aussi à tous les aspirants écrivains, de commencer par des nouvelles. Ce n'est pas facile, hein, parce qu'en 4-5 pages, où on doit avoir une vraie chute, une intrigue, enfin, c'est un exercice difficile. Oui, mais puis souvent, des fois, même dans la nouvelle, ce qui est intéressant, c'est de retrouver ce qu'on a au départ. Il faut savoir le retrouver à la fin. Il faut fermer l'intrigue. Oui, il faut la fermer tout de suite. Et en plus, c'est une règle d'écriture différente du roman, mais finalement, ce que j'entends, c'est que c'est une bonne manière de mettre en confiance et en application le jeu d'écriture. Voilà, tout à fait. Parce que quand on doit écrire un roman, c'est en général, tout le monde s'accorde à dire qu'un roman, on le porte à peu près 1 an ou 9 mois. C'est un peu comme une gestation d'ailleurs. Je serais curieux, j'en parlais à pas mal de femmes autour de moi. Il y a une côté gestation. On le crée, on le porte. À la fin, on attend la délivrance parce que ça commence à peser. Et puis quand il est parti, il y a un sentiment assez dichotomique de soulagement, mais de mutilation en même temps. Donc j'imagine c'est un peu la même chose quand on a un enfant. Et donc il ne nous appartient plus, il appartient au lecteur, on le laisse partir. Donc ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'il y a plein de talents. Des gens, j'ai une vieille expert comptable qui a 92 ans à la retraite et une jeune danseuse qui a 16 ans. Et donc tout ça écrit, exprime, il y a de la liberté, il y a de l'émotion, il y a de la sensation. Enfin, c'est magnifique. Ce livre-là, mais à côté, tu es coach en accompagnement littéraire, mais il faut rappeler que tu as été rédacteur en chef notamment du Figaro Magazine ici en Provence-Alpes-Côte d'Azur aussi pendant plusieurs années. Aujourd'hui, une pente, c'est le numéro combien? Parce que j'aime bien le dire des fois, parce qu'en réalité, tu en as écrit énormément des bouquins. C'est le 12e. 12e. Voilà. Et je suis en train... Alors, j'ai été contacté par quelqu'un qui a une histoire... pas du tout dans le même domaine, mais ça a été intéressé et je repars sur un autre livre et je continue ma série des crimes, bien entendu, le 7e. Rien à voir, mais en tout cas là, quand je citais Frédéric Lenoir, c'est un sacré personnage dans le monde du développement personnel. Oui, c'est une figure du développement personnel. C'est un philosophe. Philosophe, et puis pareil, et donc le fait d'avoir sa petite phrase à lui, une ode lumineuse à la vie quand il lit ton roman et qu'il partage, finalement tu dois être, content finalement que d'une histoire comme ça, un peu du quotidien, et peut-être, je dirais pas banal, mais en tout cas des choses qui peuvent nous arriver à tous, d'être cabossés, et de cette histoire de résilience aussi qui est porteuse. Tu parlais de Boris Cyrulnik notamment, qui lui aussi a travaillé aussi sur cette résilience, et de ce que je comprends, c'est qu'il doit y avoir des messages aussi de ce psycho. Ah mince, attends, je cherche le truc. Il est pas psychiatre. Il est éthologue. Il est éthologue, voilà, merci. Et éthologue, Boris. Cyrulnik, oui. Oui, Cyrulnik. Il est éthologue. Et tout ça, là, le fait d'en faire un roman justement qui aide à accompagner vers la résilience ou à surmonter les événements, c'est loin du roman. Mais ça doit être jouissif peut-être de jouer avec un autre message. Ah oui, moi ce qui m'intéresse, c'est de changer d'écriture aussi, de m'exercer à plusieurs styles d'écriture, ne pas être comme les acteurs qui sont confinés dans un rôle et pour eux c'est terrible. Donc à la fois d'essayer d'en sortir, et puis plutôt les romans, je m'amuse en même temps avec le lecteur, il y a beaucoup d'humour, il y a tous les codes classiques, l'action, la sensualité, la technique de l'enquête policière, le droit, la criminologie, etc. Mais et beaucoup d'humour, beaucoup puis d'amour pour la Côte d'Azur. Mais c'est une autre type d'écriture. Moi, je voulais rentrer un peu plus dans la psyché humaine et faire ce qui émeut les gens. Et ce qui me fait plaisir, c'est que les lecteurs, la plupart du temps, me pleurent dans les bras. Alors ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais senti jusqu'ici avec mes autres romans. Et là, je me dis, ouais, ça me plaît de jouer avec l'émotion humaine. Et alors, pour revenir à ce que tu disais sur Frédéric Lenoir, moi, j'étais très honoré parce qu'effectivement, je crois que c'est l'intellectuel français qui a le plus vendu de livres depuis les 5 dernières années. Donc, total respect. Et surtout, il a été directeur du Monde des religions pendant des années. Et il y a évidemment, on parle un petit peu religion, disons spiritualité,
parapsychisme et un peu ésotérisme malgré tout, à la marge. Hein. Ce sont des petits messages qu'on distille très doucement, mais qui parlent au cœur des gens. Et lui, je pense qu'il a été touché par ça, puisque lui, c'est à la fois un philosophe, comme tu le dis, mais en même temps, beaucoup évidemment de philosophie chrétienne. Et là, ça lui a parlé. En tout cas, voilà, comme tu le dis, c'est une ode un peu à l'espoir et peut-être même au bonheur. Et comme il le dit lui, voilà, une ode lumineuse à la vie et finalement qui est nourrie finalement de plein de choses que tu as pu écouter, entendre et te nourrir. Et finalement, et tu partages ça aussi grâce à l'histoire de Vincent Capolino, originaire justement qui est actuellement à Saint-Julien-les-Montagniers. Et je précise qu'il a ouvert un petit resto là-haut qui s'appelle la Bodega des Palais. La Bodega des Palais. Et voilà, il a réussi à faire ce chose qu'il partage aujourd'hui en ouvrant quasiment tout au moment des beaux jours. Et voilà, il a pu se reconstruire. Et puis même comme en hiver, voilà, il fait ça. Le soir, il est pizzaiolo. La journée, agent immobilier. Et c'est quelqu'un qui aujourd'hui a un planning extrêmement chargé professionnellement parlant et qui est heureux surtout. Il est heureux. Le grand plaisir, alors je le disais tout à l'heure, en fait, c'est sa famille qui l'a sauvé. Parce que moi j'adore ces sagas, ces tribus, ces clans d'agriculteurs, vous savez, du Haut-Var qui se tiennent. Et c'est ça qui l'a sauvé, donc effectivement. Une pente aux éditions Ovadia. Bernard Deloupi, merci à tous. Merci Stéphane, merci Marie-Lise et merci à toi aussi Bernard. À très bientôt et un grand merci à toute notre équipe. Voilà, en régie. Voilà, à très vite. Gros bisous.